Alors, on commence par le dossier Martin. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un dossier avec les images utilisées. C'est les images qui viennent du web, c'est du JPEG. Alors, au niveau des droits d'auteur, en ce qui concerne le mixed media, vu que ce sont des œuvres artistiques, il y a une certaine souplesse acceptée. Bien sûr, si vous prenez des images de Disney ou de grosses boîtes, vous êtes quasiment certain d'avoir des problèmes. Ça, vous savez que Disney, ils ont fait des procès à des gens qui ont dessiné des Mickey dans les toilettes de grandes villes, sur les portes. Ils vont jusque-là. Si vous prenez quoi que ce soit de Disney, même une photo du château, et vous l'utilisez pour faire un travail commercial, vous avez forcément des problèmes. C'est le procès assuré. Donc, quand je dis qu'au niveau des images utilisées, dans le cadre d'un travail artistique qui peut être une parodie aussi, il y a une certaine latitude, une certaine marge avant d'être attaqué. Méfiez-vous bien sûr des grosses boîtes. Alors en ce qui concerne le droit d'auteur des images, le droit à l'image, le droit des images, vous aurez un cours là-dessus, spécifique. Alors le dossier image utilisé va donc pas nous servir. On a un PDF du travail. Alors, au niveau de la taille du PDF, 28,6, alors que le travail Photoshop fait 403,1. Quand je vois ça, je sais que le PDF est un PDF basique, tout simple, qui permet à n'importe qui a un lecteur PDF Acrobat de voir en quoi consiste le travail. Par contre, si on l'ouvre dans Photoshop, on ne va pas retrouver les calques parce que le fichier Photoshop n'est pas inclus au PDF. Si le fichier Photoshop, qui ici dans ce cas-ci fait 403 mégas, était inclus au PDF, on aurait toujours un PDF lisible partout, mais en plus, si on l'ouvrait dans Photoshop, on retrouverait toute la construction d'image, tous les calques, comme si c'était un fichier Photoshop. Donc il y a deux sortes de PDF. Quand on fait un PDF au départ de Photoshop, c'est le PDF tout simple qui ne permet pas de continuer le travail sur Photoshop et le PDF qui permet de continuer le travail sur Photoshop. Donc 28 mégas, non, là c'est un PDF tout simple. Alors on va de toute façon ouvrir le fichier ici Photoshop, donc vous double-cliquez sur lui ou vous faites commande O, peu importe, ou vous le déplacez sur l'icône de Photoshop, ou vous êtes dans Photoshop et vous faites fichier ouvrir, peu importe, et ça s'ouvre dans Photoshop. Ici, je vais enfoncer la touche F sur le clavier pour passer plein écran. Barre d'espacement, je peux bouger l'image sur l'écran. Alt, roulette, je peux zoomer en avant, en arrière. Donc vous avez tout ce qu'il faut. La touche F pour passer plein écran, c'est-à-dire que j'ai du gris autour de l'image au lieu de voir l'explorateur de fichiers du Mac derrière. Barre d'espacement sur le clavier, c'est le raccourci pour la main. On n'active pas la main dans la palette des outils. C'est une perte de temps. On utilise la barre d'espacement sur le clavier pour l'appeler. Alt, roulette, c'est le zoom. Et alors, je vais ici aller dans le menu fenêtre, espace de travail. Vous n'y allez pas. Menu fenêtre, espace de travail. Je vais aller réinitialiser les palettes. Et il est probable que vous avez des palettes qui sont comme ça. Sauf que, et bien sûr, chez moi, elles sont claires pour la projection. Je pensais que avoir les textes noirs sur fond clair, c'était mieux que d'avoir blanc sur fond foncé comme vous avez sur votre écran actuellement. Vous n'êtes pas obligé de passer en interface claire, bien sûr. Ça se fait par les préférences interface. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Alors, on voit la palette des calques. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, on va aller prendre le mot calque ici. Tout le monde le voit, j'imagine. Sinon, vous allez dans le menu fenêtre calque pour aller chercher la palette des calques. Voilà. On prend, on glisse. C'est une palette flottante. Vous allez pouvoir éventuellement rétracter les autres avec la double flèche ici. Contracter plutôt dans ce cas-là. On contracte. On les fait plus petites. On n'en a pas besoin. Palette des calques, on la met sur le dessus. On va positionner le pointeur en bas à droite et agrandir pour voir un maximum de la palette des calques. Au niveau des vignettes, il est probable que chez vous, elles ne sont pas aussi grandes que ça. On va les modifier ça. Donc vous allez dans le menu de la palette des calques.
jusqu'à la ligne option de panneau. Et là, vous allez choisir des vignettes plus grandes, peut-être pas les plus grandes, mais des vignettes plus grandes. Et alors, quelque chose qui est intéressant, c'est d'enclencher ceci. Ça va agrandir l'élément qui est sur le calque. Il va être bien visible sur la vignette grâce à ça. Limite du calque est coché. Alors, dans la palette des outils, vous avez l'outil de déplacement qui est activé. Dans les options de l'outil au-dessus, si la barre d'options n'apparaît pas un jour, il faudra aller dans le menu Fenêtre Options. C'est là qu'on gère toutes les palettes, y compris cette palette Options. Ok, mais chez moi ici, elle a un petit problème sans doute à cause de la projection, peu importe. Donc, dans les options, vous avez sélection automatique qui est cochée et il faut que ce soit ici réglé en calque, pas groupe, calque. Alors, si vous voulez, oui, vous pouvez cocher option de transformation. À partir de là, quand on clique sur un élément ou l'autre dans l'œuvre, dans le photomontage, dans le travail mixed média ici. Mixed média, vous voyez, c'est parce que on a différents types de médias. On a du dessin, on a de la photo, on peut avoir du vectoriel aussi. Alors, là, ça me pose parfois un petit problème, ce cadre de transformation qui apparaît de manière automatique. Vous arrivez à le voir, le cadre de transformation? Voilà. Donc, il me pose des problèmes, c'est pour ça que je vais aller bientôt désactiver ça. Mais en tout cas, vous remarquez que, par exemple, si vous cliquez sur cette chose ici, ce poisson avec un masque, normalement, le calque correspondant s'active. Et en prenant une poignée, vous arrivez à modifier sa dimension. Avec la touche Alt, pendant que vous jouez sur une poignée du coin, il reste au même endroit, mais il change de dimension. Si j'enfonce pas la touche Alt, il change de place quand je l'agrandis. Donc, bonne astuce, y compris dans InDesign, Illustrator, Alt et prendre une poignée du coin, vous arrivez à modifier sa dimension. Donc, c'est un cadre de transformation qui apparaît en permanence, mais j'ai remarqué que moi, j'aime pas trop en fait ça parce qu'il m'empêchait d'aller cliquer sur certaines parties du travail et d'activer automatiquement le calque. Donc, ce que je vous conseille de faire là, c'est en ayant l'outil de déplacement activé, d'aller désactiver option de transformation. Et là, vous cliquez où vous voulez, ça active le calque. C'est ça l'intérêt. Il y a tellement de choses dans ce travail que s'il fallait observer les vignettes pour savoir, voilà, par exemple, je veux travailler là-dessus, sur la télévision ici, où est-ce qu'elle est? Il faut que j'arrive à la trouver. C'est peut-être bien celle-là. Tandis qu'avec l'outil de déplacement et son option sélection automatique du calque, eh bien, ça marche tout de suite. Quoique, dans ce cas-ci, justement, on a un petit problème. C'est les effets spéciaux sur le calque du dessus, les choses vertes, bleues et rouges là qui s'activent en fait. Il y a de la transparence. Oui, il y a des limitations à cette technique de la sélection automatique du calque. Quand on a des calques avec de la transparence, c'est parfois eux qui s'activent et pas celui qui nous intéresse qui est en dessous. Peu importe. C'est déjà une bonne aide. Et alors, c'est une crasse en fait ce truc. Il faut l'enclencher quand on veut que le calque s'active tout seul là où on clique dans l'image. Mais la plupart du temps dans Photoshop, il faut désactiver cette option. Ça va vous ennuyer plus qu'autre chose. Quand vous allez vouloir bouger un calque, ça va en activer un autre. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc sachez-le, c'est une option qui est géniale, mais il faut l'utiliser vraiment dans certains cas de figure, notamment quand on a beaucoup d'éléments et qu'on veut tout de suite activer le calque de cet élément. Alors au niveau du sujet, je vous avais dit que c'est des sujets graves. Les travaux mixed média ici, il y a un message. Il peut y avoir aussi un côté esthétique, parce que le but, c'est quand même que ce soit transformé en poster et affiché attaché au mur dans une galerie, posé sur un mur dans une galerie.
Le sujet, j'imagine que tout le monde a vu. Dites-moi un peu, pour vous, quel est le sujet traité ici? La pollution électronique, en fait. Voilà, oui. La pollution électronique. Vous savez comment ça fonctionne. C'est un scandale. Les appareils électroniques sont envoyés par conteneurs dans des pays où ils sont démantelés. On récupère les métaux, les éléments, et ça pollue beaucoup les sols. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée ici. Alors, on va analyser un peu la palette des calques, voir un peu de quoi il s'agit. Là, tiens, la palette des outils, je vais la mettre en 2 colonnes avec la double flèche là et aller la déplacer plutôt vers la gauche. Ok, palette des calques. Alors, au niveau technique, qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques? Je vais commencer par le bas, c'est pas plus mal. Donc l'arrière-plan de l'image. Donc je scrolle tout en bas. Donc nous avons visiblement ce calque-là. On va l'afficher lui tout seul. Donc il suffit de faire Alt-clic sur l'œil et les autres ne sont plus affichés. Ah oui, donc sur l'arrière-plan, on a ça. Je vais afficher le suivant. Donc visiblement, le suivant en partant du bas crée également le fond. Voilà, par superposition. Là, ça commence à être des éléments dont on peut considérer que ce n'est plus le fond. Alors, une caractéristique, pour ceux qui connaissent Photoshop, il y a quelque chose qui n'existe pas sur les calques là. Et d'habitude, on dit pourtant qu'il faut l'utiliser. C'est quoi? Qu'est-ce que je ne vois pas sur la vignette du calque et qui, normalement, dans Photoshop, on le préconise, on dit qu'il faut utiliser ça? Non, pas besoin de plan de travail. Il n'y en a qu'un seul ici de plan de travail, en fait. Hein. Si je zoome en arrière, il n'y en a pas d'autres. Non. Si je vous montre ici, autour de chaque objet, qu'est-ce qu'on voit? On voit un damier. Bon, il est un peu différent chez moi parce que j'ai été le modifier dans mes préférences pour qu'il soit moins agressif pour les yeux. Mais on voit un damier. Ah oui, et si on fait Alt-clic sur l'œil, ah oui, dans ce cas-là, vu que c'est un plan de travail, ça ne marche pas, on ne voit pas la transparence. Bon, peu importe, Alt-clic à nouveau. Donc, ces choses-là, elles viennent certainement d'images dans lesquelles il y avait un décor autour des objets et des sujets. Et ça a été effacé. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place d'effacer les pixels du décor? Oui. Un masque, exactement. Un masque d'écrêtage ou un masque de fusion. On préconise, Adobe préconise de plus en plus de faire du non destructif. C'est-à-dire, plutôt que d'effacer des pixels, on les masque. Comme ça, on a la possibilité de les faire réapparaître, ne fût-ce que partiellement si on veut. Et là, dans ce travail, visiblement, l'image originale a été ouverte dans Photoshop. On a sélectionné le fond, on a appuyé sur la touche suppression, les pixels sont supprimés, ils ne sont pas masqués. Et on a déplacé l'image qui restait, les pixels qui restaient, donc le sujet, l'objet, ont été déplacés vers le travail de composition ici. Ça n'a même pas été importé. Si c'était importé par fichier importé, on verrait une petite icône d'objet dynamique ici sur le calque. Non, ça a été déplacé, ça j'en suis sûr. Donc le principe qui a été appliqué ici, je vous le montre rapidement, en allant voir dans les images utilisées ici. Et exceptionnellement, je peux donc passer en affichage par icône. La plupart du temps, l'affichage par liste, c'est ce qu'il y a de mieux, mais l'affichage par icône est parfois intéressante, bien sûr. Je vais forcer l'image JPEG à s'ouvrir dans Photoshop là. Voilà. Alors, on a... Ah, ça c'est intéressant. On a l'impression qu'il y a de la transparence autour. Mais en réalité, il n'y en a pas. C'est parce qu'au moment où l'image a été téléchargée du web, on a téléchargé une prévisualisation, à mon avis. Donc il ne s'agit pas vraiment de transparence là. Ça m'étonnerait.
Parce que c'était une image JPEG, et une image JPEG, il n'y a pas de transparence en plus. Donc, gros piège là. Au lieu de télécharger la vraie image source sur le web, c'est une prévisualisation visiblement qui a été téléchargée. Alors, donc dans ce cas-là, je vais tenter avec un outil foireux, la baguette magique, de sélectionner le fond. On va voir. Voilà. Visiblement, le fond a été sélectionné plus ou moins bien. Mais sachez que dans un travail mixte média, on peut avoir des sélections qui sont approximatives et qui ne sont pas très propres parce que ça fait partie du genre. Et ça, c'est bien, pour une fois qu'on vous dit que vous pouvez faire des sélections pas propres. Donc, je ne vais même pas m'ennuyer à essayer de corriger la sélection là. Je vais éventuellement double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0 parce qu'un calque d'arrière-plan ne pourra jamais avoir de transparence. Donc, je double-clique sur la vignette. Ne le faites pas là, vous pourrez tester après si vous voulez, mais... Donc voilà, calque 0, j'enfonce la touche suppression sur le clavier et je peux désélectionner. Et là, j'ai vraiment un objet entouré de transparence. Le damier gris et gris foncé comme ça chez moi, c'est réglé comme ça en fait, la transparence. Je suis allé dans les préférences transparence et couleurs non imprimables, donc par le menu Photoshop sur le Mac ou par le menu édition sur le PC. Et à cet endroit-là, j'ai été modifié parce que je pensais que c'était mieux d'avoir quelque chose de moins agressif comme damier. Mais j'arrive quand même à voir que c'est de la transparence sans problème. Alors, touche F, voilà. Je sors du mode plein écran ici. Je déplace par l'onglet l'image. Avec l'outil de déplacement, je déplace vers le montage. C'est arrivé visiblement sous. Oui. Donc je peux déplacer le calque. J'aurais pu aussi, avant de déplacer, activer le calque du dessus. Comme ça, ça arrive d'office au-dessus. Et donc là, visiblement... Voilà, je vais le mettre au-dessus de tout. OK. Bien. Dans plan de travail, il est là. Donc voilà la technique qui a été utilisée. Et puis, édition, transformation manuelle pour agrandir éventuellement, tourner, etc. C'est la technique qui a été utilisée dans ce cas-là. Et ce n'est pas chaque fois cette technique-là. Vous verrez, vous allez ouvrir d'autres... par la suite, vous allez ouvrir d'autres travaux proposés ici, travaux mix média. Il y en a certains où les éléments ont été importés avec incorporation ou importés avec lien vers le fichier, vers le disque dur. Il y a deux types d'importation maintenant dans Photoshop. OK. Donc je vais enlever l'œil en face de ce truc que j'ai ajouté et on va continuer à analyser la palette des calques. On en était à, en bas ici, remonter un peu et analyser un peu ce qui a été fait. Alors, je continue à afficher. OK. OK. Alors, vous remarquez quelque chose au niveau des vignettes? Ça, par exemple, je l'affiche. On a l'impression que ça remplit la totalité de la vignette. Oui. Et pourtant, ça n'occupe qu'une partie du travail. Ça, c'est parce qu'on a été coché limite du calque tout à l'heure. On va aller le décocher et vous allez voir que la vignette va mieux montrer. Enfin non, ça va moins montrer le détail du contenu. Par contre, sa position par rapport au poster sera mieux montrée. Alors, on y va. Allez dans le menu de la palette des calques. Jusque option de panneau. Et à la place de limite du calque, vous mettez document entier. OK. Et bien voilà. On voit moins en regardant la vignette ce qu'elle contient. Par contre, c'est proportionné. Ça montre bien la dimension du contenu du calque par rapport à la totalité du poster. Et ça, c'est bien. Donc, là encore, du pour et du contre. Qu'est-ce qui vaut mieux, enclencher limite du calque ou pas? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce que vous voulez voir. OK, je continue d'afficher des choses. Là, je pense qu'il y a quand même un problème de copyright assez important, parce que c'est quand même une œuvre en soi, ceci. C'est une œuvre en soi, c'est
L'artiste a passé du temps à faire ça. Et c'est un peu tangent de prendre dans un travail à vous une œuvre de quelqu'un d'autre. Prendre une photo vite faite, pourquoi pas. Une image, voilà, les gens vendent des objets sur eBay ou sur Vine machin ou je ne sais quoi. C'est des photos qu'ils ont prises en 10 secondes. Vous les prenez, il n'y a pas trop de problème de copyright, même si ce n'est pas vous qui avez pris la photo. Par contre, une œuvre d'artiste, l'utiliser dans votre propre œuvre, c'est tangent. C'est comme, voilà, c'est comme prendre des images de voitures de sport de haut de gamme. Il y a un design, c'est protégé. Il faut se méfier. Vous aurez moins de problèmes si vous prenez la petite voiture bas de gamme, surtout si elle date d'il y a plusieurs décennies, qu'elle n'est pas récente. Ce sera plus accepté. Vous prenez 2 chevaux, par exemple. Citroën ne va pas vous faire un procès parce que vous avez mis une 2 chevaux dans votre travail. Vous voyez, il faut réfléchir un peu. À quel point, quand je vais chercher un travail sur lequel je n'ai pas de droit, à quel point ça valorise mon travail à moi. Alors bien sûr, dans l'enseignement, il y a ce qu'on appelle le fair use, c'est-à-dire que oui, si on ne va pas commercialiser les travaux, il ne va pas y avoir de l'argent qui va être généré au départ des travaux. Donc il y a une marge de tolérance. Mais là encore, vous allez avoir une formation en droit d'auteur un peu plus poussée. Intéressez-vous à ça. Et dans la vraie vie, quand vous faites un travail et que vous avez un doute, faites appel à un avocat spécialisé en droit d'auteur pour les images, pour le... voilà. Ça permet parfois... bon, oui, ça coûte, mais ça permet d'économiser après. Bon, jusque-là, rien de techniquement très intéressant. C'est une superposition d'objets détourés. On a effacé les... Et parfois de manière très grossière, d'ailleurs on le voit. Et pourquoi pas, c'est le genre, je l'ai dit. Ça amène de la dynamique, ça amène un côté artisanal. Le fait que ce soit mal détouré, pourquoi pas. Pour une fois qu'on peut mal détourer les choses. Alors, par contre, là, au-dessus, nous avons des calques de réglage qui sont écrêtés. Est-ce que vous connaissez le principe? Ceux qui connaissent Photoshop, vous avez déjà vu ça? Parfait. Donc, quand on a un réglage et qu'on veut qu'il n'agisse que sur un objet, on l'écrète avec la touche Alt. Et là, j'enlève l'écrêtage. Les calques ne sont plus écrêtés sur l'objet d'en dessous. Ils agissent sur tous les calques d'en dessous. Là, avec la touche Alt, quand j'ai la petite icône entre les 2 vignettes, quand je clique, j'arrive à faire en sorte que les calques de réglage ici, n'agissent que sur l'objet en dessous. Alors, je continue. Parfois, c'est pas évident de voir où est la chose. Ok, ça va, c'est ça. Là encore, un calque de réglage qui n'agira que sur l'objet qui est juste en dessous, le calque qui est juste en dessous. Intéressant. Si on veut modifier le réglage, bien sûr, il faut double-cliquer sur l'icône de gauche ici pour faire apparaître le panneau propriété ou aller dans le menu fenêtre propriété. Et on a le réglage. Typiquement, teinte saturation, oui, ce sera souvent utilisé. Voilà, il est possible de modifier le réglage. C'est du non destructif. Au lieu d'aller régler la teinte saturation sur le calque ici, qui contient les pixels, en allant dans Image, Réglage, Teinte saturation, il y a un calque de réglage qui a été ajouté, par exemple en allant dans Calque, Nouveau calque de réglage, Teinte saturation. Et ce calque de réglage modifie ce qu'il y a juste en dessous et on peut le désactiver ou le modifier. Ah oui, et on a ici l'option coloriser qui a été cochée pour que ça colorise complètement tout. Intéressant. C'est-à-dire que si, et ce n'est pas le cas ici, mais si il y avait des couleurs dans le calque ici en dessous,
avec la case colorisée, elles sont complètement oubliées. Ça crée une image monochrome couleur. C'est pas mal. Alors, au niveau de la symbolique des couleurs, moi, j'ai jamais vraiment voulu rentrer dans l'enseignement de la symbolique des couleurs parce que d'une culture à l'autre, d'un contexte à l'autre, c'est tellement flou que j'aime pas théoriser ce qui est flou. Par contre, bien sûr, les couleurs, elles ont... il faut avoir un peu de bon sens, elles font penser à des choses. Là, cette couleur que j'ai mise, là par exemple, ça fait penser un peu à la moisissure, c'est un peu verdâtre. Et ça va avec le contexte. Ok, on est d'accord. Ça fait penser aussi à autre chose, ça fait penser aussi à la maladie. Pourquoi ? Alors vous allez dire, c'est un peu tiré par les cheveux, mais non, ce que je vous dis là peut faire partie d'un argumentaire quand vous présentez un travail commercial à un client. Vous avez fait la publicité de son produit, vous avez fait quelque chose, et ça fait partie de la présentation du travail. Donc, moi je dis que ça fait penser aussi au médical, parce que ça fait penser à votre avis ? Pardon ? Couleur pharmacie, oui. Je pensais aussi la couleur des blouses dans les hôpitaux, les blouses des médecins. Voilà. Alors, je continue l'avancée. Qu'est-ce que c'est ceci ? Ah tiens, bon, c'est un peu minuscule, mais pourquoi pas. Ah oui, parce qu'une caractéristique ici de ce genre de travail, c'est que ça va être imprimé en grand. Parce qu'il y a énormément de détails. Quelle est la quantité de détails qu'on a dans ce travail ? On va les voir dans le menu Image, taille de l'image. Ce n'est pas le seul moyen de voir, mais c'est le plus simple. Image, taille de l'image. Voilà. C'est un travail qui fait quand même 7000 pixels sur 5000, ce qui nous fait 35 millions de pixels. 35 millions de points dans cette image. C'est précis. Les consignes pour le travail... c'était qu'il fallait minimum 5000 pixels en largeur et en hauteur. C'était le minimum. Voilà. Alors bien sûr, si on a un ordinateur qui n'est pas puissant, qui n'a pas une bonne carte graphique, un petit portable fait pour la bureautique, pour faire du Word, pas pour faire de l'infographie, ça va ramer à mort. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, pour travailler des images quand même de 5000 pixels sur 5000, plus le fait qu'il y ait plein de pixels qui se superposent, il y a beaucoup plus en fait de pixels dans cette image. Il y a 35 millions, c'est le nombre de pixels qui apparaît là sur l'écran quand on regarde l'image, mais vous avez bien sûr beaucoup plus de pixels puisqu'il y a des éléments qui se superposent sur les calques, qui sont au même endroit. Il y a peut-être 50 millions de pixels, 60 millions dans cette image. Mais bon, à notre époque, les ordinateurs sont capables de supporter ça. Alors, au passage, rapidement, ici j'ai décoché réchantillonnage. Ce dont on parlait tout à l'heure, la résolution qui n'a aucune importance dans Photoshop. Ça a de l'importance si vous imprimez directement au départ de Photoshop. Par exemple, pour imprimer en jet d'encre, ce qui est conseillé sur du jet d'encre, vous savez, même les grands traceurs jet d'encre à rouleau qui impriment sur plusieurs mètres carrés, ce qui est conseillé, c'est une densité de points de 150 pixels par pouce. Je vous rappelle que j'ai décoché ceci, sinon la démonstration ne marche pas. Ceci, c'est le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans l'image. En l'ayant décoché, je m'assure que le nombre de pixels dans l'image va toujours rester ainsi. Et je suis juste en train de pré-régler dans Photoshop la résolution. Si c'est chez un imprimeur, 300 pixels par pouce. Chez un imprimeur, impression haut de gamme, 450. Donc à 450 pixels par pouce, dans une impression très haut de gamme, très précise, dimension maximale en centimètres, ce sera 39 sur 28. Mais ça n'a strictement aucune importance ce que vous réglez là dans Photoshop si vous faites passer l'image ensuite dans InDesign, parce que c'est dans InDesign que la résolution va se régler. Quelle est l'explication? Je vous l'ai dit, il suffit d'aller regarder la vidéo. Ne soyez pas un dinosaure en infographie. Vous tapez dans YouTube, dans Bermond, dinosaure, vous allez trouver sur cette vidéo. Et je vous l'ai fourni aussi, en fait, sur le serveur, dans la partie ressources.
Ne soyez plus un dinosaure. Oui, ça tombe bien parce que vous m'avez tous répondu faux tout à l'heure. Vous avez répondu des choses qui étaient vraies dans les années 90. Voilà. Donc, Ok. le problème... Donc vous voyez que je fais des démonstrations. C'est vrai que c'est un peu long, mais... Ah oui, il y a un petit sondage aussi, parce que j'avais des participants qui ont fait un petit sondage, comme vous avez fait oralement là tout à l'heure. Voilà. Bien, je ne m'attarde pas là-dessus. C'est une possibilité d'aller voir ça pour comprendre un peu. Vraiment, ça me paraît important parce qu'il faut comprendre les bases des images numériques. Les images numériques, c'est votre matière première. Il faut comprendre. Personnellement, moi j'ai commencé l'infographie au début des années 90 et ça m'a beaucoup aidé de trouver dans des magazines des articles qui donnaient les bases sur les images numériques. Bien sûr, à l'époque, le web n'existait pas, enfin si, il existait de manière embryonnaire. Je me souviens d'être allé chez une amie à New York et j'ai découvert le web là-bas, j'y comprenais rien du tout. J'avais pas... Et c'était minuscule en fait à l'époque encore. Mais donc il y avait des magazines et ça m'a beaucoup aidé d'apprendre les choses sur les bases des images numériques. Ça a évité des catastrophes par la suite. Donc je ne peux que vous inciter à, si vous êtes débutant, comprendre à quel point la résolution est importante ou pas, suivant le cas. Donc dans Photoshop, la seule chose qui importe, c'est la définition. C'est le nombre de pixels en largeur et en hauteur. Ok, là je vais cliquer sur annuler. Donc on a vu que l'image est très précise, 5000 sur 7000. Donc je continue à faire apparaître des choses. Donc c'est un travail où il n'y a pas énormément de technicité par rapport à d'autres travaux que vous allez voir dans les autres dossiers. Il n'y a pas de groupe. On n'a pas groupé les calques ensemble pour facilement les déplacer, les redimensionner. Il n'y a pas de masque de fusion. C'est juste principalement des objets entourés de transparence et superposés. L'utilisation d'un plan de travail, je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas nécessaire ici d'avoir un plan de travail. Et alors on a par-dessus un réglage qui modifie tout. Voilà, donc on a fait le tour du travail. Ce que je retiendrai quand même de ce travail, c'est le problème sans doute quand même de copyright ici, avec cette partie-là. C'est la seule, vraiment, le seul problème. Ceci dit, ceci est aussi un dessin, et là aussi, c'est quand même une œuvre d'artiste qui valorise pas mal l'œuvre ici. Elle est quand même à une taille assez importante.